Bonsoir à tous. Le centre horticole de Dalaba en ruine. Comment relancer les activités? Un accord est passé avec des partenaires hollandais pour booster la productivité. Le plan d'urgence sécuritaire, l'opération produit des résultats. Une semaine après le déploiement des agents, la discipline est revenue dans la circulation à Conakry. Vous entendrez dans cette édition le soulagement de quelques citoyens. Sékou Touré, l'homme qui a osé dire non au général de Gaulle. Le livre est disponible. Il relate le combat du père de l'indépendance guinéenne. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce communiqué de la cellule de communication du gouvernement. Suite à l'incendie d'origine électrique survenu dans la nuit du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 22 octobre 2017 au camp Alpha Diallo de Conakry, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, s'est rendu sur les lieux pour les premiers constats en compagnie de la hiérarchie militaire. Le gouvernement remercie la promptitude des forces de défense et de sécurité ainsi que les services de la protection civile qui a permis de maîtriser les flammes, limitant ainsi les dégâts matériels. Aussi, le gouvernement tient à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises et l'invite au calme et à la sérénité. À date, la situation est totalement sous contrôle, signé la cellule de communication du gouvernement. À Dalaba, le centre de recherche horticole est en ruine. Pourtant, il vous souviendra qu'en 2016, le gouvernement avait voté la réhabilitation de ce centre à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, les travaux sont à l'arrêt. Une équipe de techniciens du ministère de l'Agriculture est allée visiter le site. Diamokabar. La culture maraîchère, une activité très ancienne en Guinée. Le pays dispose d'un potentiel agroécologique important, favorable au développement de la production agricole. Dans les zones de production à fort potentiel, comme ici à Dalaba, les paysans des sites enclavés ne bénéficient d'aucun apport technique dans le cadre de leur travail. C'est dans cet esprit que le gouvernement a décidé de réhabiliter le centre de recherche de Dalaba en 2016. C'est pour appuyer les groupements maraîchers afin d'augmenter la production et la commercialisation des produits promoteurs en tenant compte des rigueurs du marché. Et ce centre horticole, si vous voulez, est l'intermédiaire entre les centres de recherche et les bénéficiaires, les producteurs. Parce que tout ce que nous faisons, vous avez vu les initiatives du président de la République, les stratégies du gouvernement, c'est pour soutenir ces producteurs. Les gens qui ont choisi l'agriculture comme activité principale. C'est ça notre objectif. Sur le plan de la réhabilitation, il est prévu un magasin de stockage, un local pour le chef du centre et un laboratoire moderne pour la transformation des produits locaux. En marge de la Journée mondiale de l'alimentation, les cadres du ministère de l'Agriculture déplorent le suivi des travaux en souffrance il y a une année. Le gouvernement aussi, dans le cadre du projet intégré, le projet financé par la BADEA, a mis un volet là-bas pour ce centre, donc de l'argent pour ce centre. Ça veut dire que ce centre est très important. Mais depuis février ou quelques mois, le centre est financé par le BND, ne serait-ce que pour rénover, reprendre un peu les infrastructures. Mais voilà, il y a un retard. Le ministère de l'Agriculture va plus loin. En annonçant le retard des travaux, une note technique est demandée. Au cours des échanges, les mesures draconiennes sont annoncées. Ce centre, justement, une étude va être financée par des experts hollandais. Elle porte sur la promotion de l'horticulture. La convention est déjà signée. Elle doit permettre de renforcer la collaboration entre Conakry et Amsterdam sur des questions agricoles. Fodé Camara. Derrière cette série de signatures se dessine une convention de financement d'une étude pour la relance de l'horticulture à Dalaba. Ce soutien post-Ebola du Royaume des Pays-Bas vient conforter les activités des ménages agricoles qui tirent leurs revenus de l'exploitation du centre horticole de Dalaba. Le projet d'aujourd'hui, ça fait partie d'une série de 3 projets qu'on est en train de réaliser. Donc, premièrement, c'est le projet de Dalaba. On voit aussi, si c'est possible, de financer des ponts qui vont améliorer l'accès à Conakry. Au-delà du centre horticole de Dalaba, l'autre volet de ce nouvel axe de coopération est lié à la finalisation de l'accord sur Kabak, un grenier du littoral
situé en front de mer, dont la digue de protection a du mal à résister face aux assauts de l'eau de mer. Nous ne sommes pas très loin de la finalisation de l'accord sur Kabak. Vous connaissez tous l'importance de l'île Kabak, qui a un potentiel d'aménagement de 16 000 hectares, mais qui depuis quelques années est victime des inondations et de la remontée saline surtout. Et cette étude aussi, qui est confiée au pays peut-être qui connaît le plus de cette problématique, va nous aider à avoir un schéma d'aménagement pour Kabak. Pendant l'épidémie d'Ebola, le Royaume des Pays-Bas fait partie des partenaires techniques et financiers qui ont aidé la Guinée à poser les jalons d'une assistance agricole d'urgence aux populations rurales victimes de la maladie à virus Ebola. Retour à Conakry pour tirer les premières leçons des opérations de déguerpissement amorcées par le ministère de la Sécurité. Le plan d'urgence sécuritaire déployé dans la capitale produit des résultats. La circulation est fluide. Les cas flagrants d'indiscipline ont diminué. Les autorités locales s'en réjouissent déjà. Mounir Bari. Depuis une semaine, les autorités du pays ont mis en route un plan d'urgence sécuritaire. L'opération vise à débarrasser la chaussée des encombrants physiques. Une semaine après son déclenchement, la circulation est de plus en plus fluide. La démarche est saluée par les collectivités locales qui souhaitent la pérennisation de cette action. Aujourd'hui, on sent que la circulation devient de plus en plus fluide. Je pense que l'effort est à poursuivre. Et pour la pérennité de l'acte, il faut que les agents restent sur place, c'est-à-dire il faut la surveillance permanente, au moins pendant un mois. Parce que pas plus tard que ce matin, j'étais au marché, j'ai vu les femmes qui commencent déjà à pousser progressivement leurs paniers sur la route. Donc elles grignotent sur l'espace et c'est comme ça que finalement elles s'imposent. S'il n'y a pas des hommes sur le terrain, ce qui est sûr et certain, c'est que l'occupation anarchique va reprendre. Avec cette organisation et l'implication des forces de l'ordre de la police routière prouve déjà que si cette action sera pérenne, je pense que la suite va être bonne. Pour le moment, nos impressions sont les bonnes parce que nous, en tant que collectivité, on a passé par la phase de sensibilisation de la population et tous les usagers de la route, à travers les médias, à travers nos représentants à la base des chefs de quartier, pour que chacun comprenne que l'action qui est engagée, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Pour la bonne réussite de cette campagne à Conakry, une synergie d'action est engagée. Désormais, les efforts seront conjugués par les départements concernés. Au ministère des Travaux publics, par exemple, une brigade de répression est mise en place. Le haut commandement de la gendarmerie a déjà mis à notre disposition un certain nombre d'agents et la brigade est constituée. Et nous sommes en train aujourd'hui de passer vers le volet sensibilisation pour que si tout va bien, la semaine prochaine, nous allons commencer vraiment à nous déployer sur le terrain pour essayer vraiment de dégager tout ce qui est le long des routes comme Grava, tout ce qui s'attaque à la route de façon anarchique, les différentes tranchées qu'on a l'habitude d'observer sur la route. Ce que l'autorité est en train de faire pour la Guinée, vraiment c'est appréciable. Le fait qu'ils ont eu l'amabilité ici de gagner l'opportunité de dégager certaines voitures au bord de la route, vraiment ça facilite la circulation pour les gens. On souhaiterait que cela soit continué pour nous parce que ça va aider le libre de circulation. À Kalomo, Matoto, tout comme à Ratoma, la circulation est fluide. Les agents déployés sur le terrain veillent sur la bonne marche de ce plan d'urgence sécuritaire de 3 mois. Amine, les administrateurs territoriaux à l'école de la gouvernance minière à Kindia, ils sont nombreux à prendre part à une rencontre de partage d'expériences. Comment capitaliser ces acquis pour le bonheur de leur population? Le sujet porte sur la gestion des projets miniers. Abdoulaye Diallo. Cette remise d'attestation marque la fin de formation des cadres des départements impliqués dans la gestion des mines. Pendant 15 jours, ils ont acquis de nouvelles connaissances en matière d'évaluation du développement et de gestion des projets miniers. Désormais, ils sont suffisamment armés pour améliorer les performances du secteur des mines depuis l'étude préparatoire jusqu'à la communication des résultats de l'évaluation.
Tout ça a été fait dans le cadre d'améliorer les programmes et les politiques mises en place par le gouvernement guinéen. Former des cadres capables d'évaluer, de mesurer les indicateurs qui seront programmés afin d'améliorer ce qu'on fait. Et ça va changer notre façon de voir les choses, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'évaluation de développement concerne des projets à évaluer, des projets à partir de l'étude. Il s'agit d'évaluer ce qui est bien fait et ce qui n'est pas bien fait, pour pouvoir améliorer notre façon de faire. Cette formation a permis aux participants de maîtriser les outils nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de l'évaluation et le suivi des projets miniers. Le tout dans une approche axée sur les grandes orientations de développement définies par le gouvernement guinéen. Les cadres qui ont été formés vont désormais être de très bons administrateurs qui vont suivre les différents projets en développement, qui vont les évaluer et qui peuvent, dans ce cas, répondre aux attentes du gouvernement. Parce qu'il ne s'agit pas de monter des projets, les financer, quand les projets à mi-parcours ne sont pas évalués. On ne pourra pas se rendre compte quelles ont été les différentes étapes, les difficultés, les contraintes, pour pouvoir les lever. S'il y a lieu de les corriger, ou s'il y a des financements additionnels à apporter, les apporter pour que le projet soit suivi jusqu'au bout de la chaîne. À travers cette rencontre tenue dans la capitale des agrumes à Kindia, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier veut améliorer les capacités des cadres de l'administration guinéenne et le système de gouvernance des institutions clés impliquées dans la gestion du secteur. Il existe une association nationale des communes de Guinée. Il faut dire que la structure n'est pas très bien connue. Ses membres, l'étendue de ses pouvoirs, tout cela est encore un peu flou. L'association décide désormais de partager des informations avec la presse. Elle a invité quelques journalistes pour lui assurer une certaine visibilité. Moussa Bangoura, Silati Kourouma. Ils sont venus des stations de radio rurale de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière pour prendre part à cette session. Il était question d'outiller ces journalistes et animateurs de radio sur les concepts décentralisation et gouvernance locale. L'objectif visé est d'amener ces agents de la radio rurale de Guinée à sensibiliser les élus locaux et les populations sur les enjeux de la décentralisation et du développement local. Notre décentralisation a aujourd'hui gagné du terrain, mais il faut faire en sorte que les citoyens soient au centre des événements. C'est le moment vraiment de remercier le chemin déjà parcouru par notre décentralisation, parce qu'aujourd'hui tout le pays est déjà communalisé, mais il faut faire en sorte que les citoyens soient informés. Vous serez amenés à la sortie de ces 3 jours d'atelier à promouvoir les actions de l'association et des communes au niveau local et national, sensibiliser les populations sur le rôle et les missions des élus. Les autorités régionales de Farana se sont réjouies de cette main tendue de l'Association nationale des communes de Guinée aux médias. Ce partenariat permet d'avoir des avancées significatives dans la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Il y a des amateurs de la presse qui ne sont pas des professionnels. Comme nos compatriotes qui aiment souvent donner leur avis sur la toile, s'ils étaient conviés à des ateliers comme ça, ne serait-ce qu'un observateur, ça les aurait aidés à savoir qu'est-ce qu'il faut dire sur quoi et quand. Le projet va durer 18 mois. Les thèmes comme décentralisation et développement local seront intégrés dans les grilles de programme des radios communautaires pendant l'exécution du projet. La presse francophone Antenne Conakry reçoit des équipements. Il s'agit de matériel informatique pour améliorer le cadre de travail du personnel. Ces nouveaux équipements sont offerts par l'ambassade de Chine, un don pour permettre à la Guinée de mieux préparer les 46e assises de la presse francophone que la Guinée doit abriter. Mohamed Seher Souma. C'est la phase préparatoire de la 46e assise de l'Union de la presse francophone. La section guinéenne de l'UPF reçoit 10 ordinateurs, 2 semaines après l'engagement tenu par l'ambassadeur chinois. Une prompte réaction qui touche les organisateurs. Au-delà du don, l'UPF Guinée est plus que marquée par la diligence avec laquelle la parole a été liée à l'acte.
au nom de la section guinéenne et à mon nom personnel, que la République populaire de la Chine et son ambassadeur en Guinée reçoivent nos vifs remerciements. La coopération guinéo-chinoise est au beau fixe. En témoigne ce nouveau geste. D'ici le mois prochain, la mobilisation devrait être accrue pour donner un cachet positif à la rencontre. 300 journalistes, qui va aller au-delà de 300, qui seront dans notre pays et montrer l'image de la Guinée, le bienfait de la Guinée, notre pays au monde entier à travers ce petit bouquet qu'on appelle aujourd'hui Planète des Hommes. C'est une fête, ça se marque. Et cela, je pense que ça ne doit pas être compté. Toutes les sociétés, les entreprises, aujourd'hui nous lançons un appel. La presse francophone est attendue à Conakry du 10 au 20 novembre 2017. La Guinée s'apprête à relever ce nouveau défi avec le soutien de ses partenaires et la Chine vient en première position. Le secrétaire général des affaires religieuses s'est entretenu avec le représentant de l'UNFPA en Guinée. Au menu de la rencontre, l'implication des religieux dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Le secrétaire religieux a également fait le tour de quelques directions relevant de son département. Fatimatou Diallo. C'est le premier tête-à-tête entre le secrétaire général des affaires religieuses et le représentant résident de l'UNFPA en Guinée. Pendant une demi-heure, les deux hommes ont discuté principalement de l'implication des religieux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et la promotion de la santé maternelle et infantile. Comme vous le savez, les questions de population en général et les questions de santé en particulier sont des questions de développement. Et dans un pays à plus de 90% musulmans, il est, de mon point de vue, impensable de vouloir mener des activités de développement en laissant en rade les chefs religieux. Nous avons donc, dans le cadre de notre mission, développé des partenariats avec des réseaux, notamment le réseau des religieux, le réseau des parlementaires, le réseau des journalistes, etc. etc. Donc dans ce cadre-là, j'étais venu discuter justement de ces possibilités de collaboration et de partenariat pour voir comment impliquer davantage les leaders religieux dans les questions de santé en général, les questions de santé de la reproduction en particulier, mais surtout dans leur implication dans la lutte contre la mortalité maternelle. Avant cette rencontre, le nouveau secrétaire général a sillonné les directions de son département. Il s'agit de la Direction nationale des affaires islamiques, des lieux de culte et celle du centre islamique. Pour cette première rencontre, il passe en revue les questions liées au fonctionnement de ces directions. Je suis venu recueillir les réalités du terrain, voir les conditions de travail avec mes collaborateurs et voir exactement les difficultés. Le constat général, j'ai vu la volonté des travailleurs pour exécuter leur rôle. Ensemble, nous allons étudier ça, examiner ça avec le cabinet. Au moment venu, nous allons essayer de surmonter des défis qui se posent. Selon les statistiques réalisées en 2015, la Guinée compte plus de 10 000 lieux de culte où les citoyens adorent leur créateur et reçoivent des enseignements sur les différentes questions de société. Pour le bon fonctionnement et le suivi des programmes de ces églises et mosquées, le secrétariat général des affaires religieuses entend accroître son appui. Éducation. À Kouroussa, des associations font don de fournitures scolaires, des livres, cahiers et autres kits pour les élèves de la préfecture. La démarche vise à épauler les familles et accompagner l'école guinéenne dans la localité. Sori de Kera. Les établissements d'enseignement préuniversitaire de la préfecture de Kouroussa bénéficient d'un important lot de fournitures scolaires. Elles sont composées de cahiers, de cartables, de sacs d'écoliers et autres. Le don est de la Fédération des associations pour le développement de Kouroussa, FADEC en abrégé. Le partage a été bien passé et nous avons été accompagnés par le DPE et ses membres. Donc vraiment chacun a eu ce qu'il devrait avoir comme cahier et sac. Tous les sous-préfectures aussi ont reçu leurs cadeaux. Donc vraiment je suis content en tant que président et je remercie les cadres qui ont eu à nous soutenir pour
nous aider à avoir ces dons. Les lauréats du certificat d'études élémentaires et du brevet session 2017 sont les premiers bénéficiaires. Cette remise de fournitures scolaires touchera tous les élèves de la commune urbaine et les 11 sous-préfectures de Kouroussa. Je remercie FADEC et les membres qui les ont accompagnés. Je remercie tous ceux qui sont aujourd'hui présents devant nous. Je remercie mes amis qui n'ont pas eu et ceux qui sont admis aussi parmi nous. J'invite tout un chacun de travailler, de doubler d'efforts et de prendre du courage. Je suis très content qu'il y ait eu des gens qui aient pris cette initiative pour récompenser les élèves qui fournissent assez d'efforts tout au long de l'année scolaire. En venant remettre ces prix à des élèves lauréats dans mon établissement, je ne peux que m'en réjouir parce que c'est un moyen pour que les autres s'inspirent et qu'ils apprennent les leçons, qu'ils respectent les professeurs, qu'ils suivent correctement les cours. Face au faible taux de scolarisation que connaît Kouroussa à cause de l'exploitation de l'or, la FADEC sensibilise les parents sur les bienfaits de la scolarisation des jeunes. Les religieux ont profité de l'occasion pour faire des prières en vue de l'atteinte des objectifs de cet idéal. La rentrée universitaire 2017-2018, les cours reprennent demain à Kindia. Le centre reçoit cette année 4000 nouveaux étudiants. Notre reporter nous apprend que les dispositions sont prises pour leur inscription. Mohamed Sankon. Ces étudiants remplissent les dernières conditions indispensables à la reprise des cours prévus à Kindia ce lundi 23 octobre 2017. J'ai acheté 2 cahiers de 200 pages et puis j'ai payé 20 000 francs pour l'inscription. Et puis ensuite on m'a donné le reçu. Puis c'est fini, j'ai déposé les 2 cahiers et je suis parti. On a mis en place 4 commissions parce que les assistants ont boudé. Donc ceux qui sont gradés, on a mis en place avec le recteur 4 commissions et nous travaillons au niveau des 4 facultés. Donc tout se passe très bien. 4000 bacheliers sont orientés cette année à l'université de Kindia. La gestion de ce nombre pléthorique n'inquiète pas les autorités universitaires. Des groupes pédagogiques sont formés pour répondre à cette demande. L'effectif des premières années varie de 150 à 400 par classe. Avec un tel effectif, on peut former 2 à 3 groupes pédagogiques seulement en première année. Donc, avec ça, le déroulement des cours peut se passer dans les meilleures conditions. L'université de Kindia est en chantier. De nouveaux bâtiments sont réalisés et d'autres sont en rénovation. Ce dans l'optique de faire de cette institution un véritable temple d'excellence. Nous avons 4 classes en plus, les classes qui existaient l'année dernière. Donc, nous sommes préparés à les accueillir. Et c'est pourquoi vous voyez que déjà les inscriptions ont commencé. Pratiquement aujourd'hui, vous avez vu moins d'étudiants. C'est parce que tous se sont inscrits ou réinscrits. Et par la grâce de Dieu, les cours reprennent normalement lundi. C'est donc parti pour 9 mois de cours, avec pour nouveauté la création d'une filière appelée biologie médicale, une discipline qui permettra aux médecins de poser les diagnostics de toute pathologie. La littérature, le combat de Sékou Touré, salué par un écrivain, Sidiki Kobele Keita vient de dédicacer un livre pour souligner le courage et le patriotisme du père de l'indépendance. L'événement a mobilisé du monde, notamment des compagnons de cette indépendance. Diamokaba Aboubakar Junior Camara. Compte de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, un nouveau livre va bientôt se retrouver dans les rayons des bibliothèques. Il s'intitule Ahmed Sékou Touré, l'homme qui a osé dire non au général de Gaulle. Un ouvrage du professeur Sidiki Kobele Keita, calqué sur les aspects de la lutte menée par la Guinée pour son indépendance. Un devoir de mémoire teinté de reconnaissance à l'endroit des acteurs du nom de la Guinée en 1958. L'objectif de mon livre, c'était non seulement pour parler de Sékou Touré, de son rôle transcendant, mais surtout que les jeunes sachent quel est entre 1945 et 1958 les partis politiques qui existaient, les partis qui existaient, comment ces partis étaient organisés. C'est important que le peuple de Guinée sache ce qui s'est passé et que le peuple de Guinée récompense ceux qui sont les plus valeureux
parmi ses enfants. Et je crois que le président Ahmed Sékou Touré est le premier de tous, parce qu'il est le fondateur, n'est-ce pas, de la République de Guinée. Dans ce livre de 137 pages, subdivisé en 8 péripéties, l'écrivain raconte une longue histoire qui date des années 1945 à 1958. Devant ce public assoiffé d'art et de belles histoires, l'auteur propose des solutions par la réhabilitation des patrimoines nationaux. Cela pour combler le vide actuel de documents authentiques sur l'histoire contemporaine de la Guinée. Et j'ai estimé que mon écrit, mon témoignage peut contribuer à cela. Je ne dis pas que c'est le meilleur travail, non. Que si chacun se mettait à dire exactement ce qui s'est passé, avec possibilité de vérification de ce qu'il dit, on arriverait à quelque chose de concret. Enseignant-chercheur en histoire, professeur Sidiki Kobole Keita signe sa 7e parution. Publié un an avant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, il compte organiser un débat le 28 septembre 2018 sur cette période importante de l'histoire du pays. En Chine, le Parti communiste prépare son congrès. L'événement est prévu dans quelques heures. Notre envoyé spécial Mahmoud Bari suit de près les préparatifs de ce rendez-vous. Mais ce soir, il n'est pas question d'élection. Il s'est intéressé à l'expression du génie chinois et nous amène à découvrir quelques œuvres d'art. Suivez. Le monde culturel chinois, doublé de la finesse des artisans, ne cesse d'impressionner les visiteurs. Sur les 9 600 000 km² de la République populaire de Chine, des artisans rivalisent de design et d'énergie pour rendre les nombreuses potentialités de l'empire du milieu consommables. Ici, à la maison de l'artisan de Beijing, dans la capitale pékinoise, plusieurs dizaines d'hectares ont été équipés et mis à la disposition des artisans chinois. Rien n'est laissé au hasard, tout passe et repasse entre les mains de ces nombreux artisans qui donnent une nouvelle forme à ces bois, ces métaux et autres articles maniables. Les visiteurs sont impressionnés par la qualité des œuvres, mais aussi le nombre d'emplois créés par ces ouvriers qualifiés. Et il a fait ça depuis 10 ans, plus de 10 ans. Pendant le week-end, ou quand il y a des vacances d'été ou vacances d'hiver, beaucoup de clients. Dessiner des personnes, son visage, et quand il était jeune, et parfois il dessinait comme des bandes dessinées. Quand il était jeune, il était élève dans l'école des jeunes. Autre avantage qu'offrent ces artisans locaux du centre de Beijing, c'est le nombre de clients qui fréquentent les lieux. Des profits sont engrangés par l'État, des emplois sont créés, le tout soutenu par une innovation de cette autre couche socio-professionnelle qui n'a pas fini de dire son dernier mot. La belle ambiance du côté de l'esplanade du grand stade de Conakry, l'artiste Davido, dont on vous propose quelques images de son arrivée, est en train de s'y produire. Un grand concert signé Tidiane World Music, un concert sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions d'information. Alors on va revenir dans les conditions du direct et proposer donc ce communiqué de la cellule de communication du gouvernement suite à l'incendie d'origine électrique survenu dans la nuit du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 22 octobre 2017 au camp Alpha Diallo de Conakry. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale Mohamed Diané s'est rendu sur les lieux pour les premiers constats en compagnie de la hiérarchie militaire. Le gouvernement remercie la promptitude des forces de défense et de sécurité ainsi que les services de la protection civile qui a permis de maîtriser les flammes, limitant ainsi les dégâts matériels. Aussi, le gouvernement tient à rassurer la population que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises et l'invite au calme et à la sérénité à date. La situation est totalement sous contrôle, signé la cellule de communication du gouvernement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Kamsar dans la région de Bokeh à Saint-Quentin en France. Bonsoir.
à ce numéro des Échos de nos régions, un numéro exclusivement consacré quasiment à la signature de conventions entre les centres de recherche de la Guinée et du Japon. L'objectif est d'injecter une frange importante de jeunes dans le domaine de la recherche, histoire de corriger le vieillissement du personnel de ce secteur stratégique. Au cœur de toute stratégie de développement agricole se pose la question de la recherche. La recherche, le professeur Alpha Condé l'a compris et l'a instruit, doit permettre d'améliorer et les intrants, les semences, mais aussi les pratiques agricoles, une meilleure connaissance de notre environnement et l'orientation de notre agriculture vers des démarches de durabilité et de rentabilité.